Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Il est déjà venu dans mon podcast et il revient cette fois pour nous parler de son plus récent ouvrage, Jung, un voyage vers soi. Il est philosophe, sociologue, écrivain, auteur d'une 50aine d'ouvrages traduits dans une 20aine de langues et vendus à 7 millions d'exemplaires dans le monde. Vous devez sûrement avoir déjà entendu parler du Miracle Spinoza publié en 2017. Si ça n'est pas le cas, je vous le recommande vivement. Alors, le bonheur, le sens de la vie, les religions, la spiritualité, l'enfance, l'éducation, le bien-être animal et j'en passe tant ses connaissances sont vastes. Il se passionne pour ces sujets fondamentaux et partage ses réflexions au plus grand nombre pour améliorer notre bien-être. Et le livre dont nous parlons majoritairement dans cet épisode en est l'illustration parfaite. Avec lui, on aborde plein de thèmes qui vont, je l'espère, vous intéresser autant que moi. L'élan vital, le développement personnel, le poids de l'inconscient collectif, la psychogénéalogie, la synchronicité, l'appartenance au clan, la philo à destination des enfants et ce que nous pouvons tous faire pour vivre mieux ensemble. Allez, j'arrête de parler et laisse place à ma conversation avec Monsieur Frédéric Lenoir. Frédéric, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour la seconde fois dans le podcast. C'est un plaisir de vous retrouver, Estelle. Oui, d'autant que la première fois, c'était à distance. Donc, je suis vraiment ravie d'échanger avec vous aujourd'hui. Et à vrai dire, je ne vais pas vous demander de vous présenter parce que je le ferai en amont de l'épisode. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet si ça ne vous dérange pas. Bien sûr. C'est le plus récent ouvrage sur Jung que vous avez publié il y a même pas quelques mois, je crois. Oui, c'était fin d'année. C'était en novembre. Voilà. Et alors, pour ne rien vous cacher, c'est pas du tout prétentieux quand je dis ça, mais je reçois beaucoup de livres et j'ai une liste des priorités. J'ai lu votre livre. Je suis sincère quand je dis ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font des interviews et qui ne lisent pas les livres. Mais je l'ai lu parce que je m'intéresse à Jung depuis longtemps. En tout cas, pour moi, c'est une source d'inspiration. Et je voulais vous dire merci avant tout d'avoir vulgarisé son travail. Parce que c'est pas forcément accessible facilement, enfin je crois pas. Donc ça s'appelle Jung, un voyage vers soi. Est-ce que vous pourriez nous dire, donc c'est publié aux éditions Albin Michel, je me permets de le préciser, est-ce que vous pourriez nous dire, je sais que vous avez fait beaucoup d'interviews sur le sujet, mais peut-être une chose que vous n'avez pas encore dite sur le livre, voilà, quelque chose d'un peu plus inédit, quelque chose à laquelle vous avez peut-être pensé récemment, parce que je sais quand on écrit un livre, il y a forcément une phase de recul sur le livre, voilà, quelque chose qui me vient à l'esprit. Il me vient en fait une anecdote, ouais. Pas une grande pensée, parce que je pense que j'ai beaucoup parlé de la pensée de Jung et de sa vie. C'est que j'ai été, pendant que j'écrivais le livre sur Jung, j'ai été dans la maison où il a vécu. Donc il a vécu au bord du lac de Zurich, en Suisse. Mais c'était Suisse-allemand, oui. Suisse-allemande, ouais. Mais donc à Zurich, et il avait une très belle maison familiale au bord du lac, d'ailleurs très inspirant. Enfin, on voit les roseaux au bord du lac, il faisait de la barque. Enfin, c'est vraiment un endroit très inspirant. C'est là qu'il recevait aussi ses patients. Et j'ai été très ému en visitant. Évidemment, quand vous travaillez sur la vie d'un homme, vous y passez des mois, des fois des années, et puis d'un coup vous voyez le bureau où il a vécu. Il y a deux choses qui m'ont frappé. La première chose, c'est que c'était un gros fumeur de pipe, et 60 ans après sa mort, on sentait encore dans son bureau l'odeur de sa pipe. Et on m'a garanti que personne d'autre n'avait fumé dans son bureau depuis qu'il est mort. C'est devenu un lieu qu'on peut visiter. Mais ça, c'était très émouvant parce qu'on le sentait du coup presque son odeur. Comme s'il était, comme s'il était parti il y a 5 minutes. Quoi. Ça m'a beaucoup ému. 60 ans après, c'est qu'il a dû sacrément fumer quand même. Ah oui, il passait ses journées à fumer la pipe en écrivant.
Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai fait la rencontre un peu par hasard et par chance ou par synchronicité de son petit-fils Andreas qui vit sur place et qui la sortait, et je le croise, je lui dis mais vous ressemblez à Jung, il dit je suis son petit-fils. Et donc il a 80 ans aujourd'hui, il avait 20 ans quand son grand-père est mort, et donc j'ai pu avoir un échange merveilleux avec lui, et je lui ai demandé une anecdote parce que j'avais lu quelque part qu'il y avait eu une étrange synchronicité au moment de la mort de Jung, à savoir que, enfin, selon la légende, un arbre aurait été foudroyé au moment où il est mort et se serait fendu en deux. Et il m'a dit, mais c'est totalement vrai, j'étais présent. Et donc, au moment où Jung a rendu l'âme, eh bien, le peuplier auquel il allait s'asseoir tous les jours pour travailler a été foudroyé, s'est fendu en deux. Et donc, j'ai eu confirmation d'une légende qui n'en est pas une. C'est fou. Et ça m'a beaucoup intéressé parce que vous savez que ce qui est au cœur de la pensée de Jung, c'est les synchronicités, c'est-à-dire des correspondances étranges entre des événements qui semblent absolument pas corrélés entre eux par une cause particulière, mais par du sens. Donc ça peut avoir du sens, effectivement, que la nature donne une sorte de signe au moment où Jung s'éteint et où son âme quitte cette vie. Et là, j'ai été ému par ça, donc je vous le raconte, je crois que je ne l'ai pas encore raconté. Magnifique, j'ai une belle exclusivité alors. Alors, je vais revenir juste sur la notoriété de Jung en France, qui est nettement inférieure à celle de Freud, finalement, quand on y pense. J'ai cru comprendre donc, qu'ils avaient eu une relation, quasi un coup de foudre. Et passionnel. Ouais, c'est ça, un coup de foudre, une lune de miel qui a duré, je crois, de 1907 à 1913, exactement. 6 ans, et après de la haine. Et c'est ça. Comme les rencontres amoureuses passionnelles. Exactement. Ouais. Et du coup, ils se sont écharpés sur la fin sur notamment l'inconscient, de ce que j'ai cru comprendre, et également sur la libido. Si j'aime pas résumer les choses comme ça, mais je c'est vais vous à peu près l'expliquer ça. parce que effectivement la rencontre est très importante. Puis Freud est plus âgé de 19 ans que Jung, donc il est déjà très connu. Par contre, il a un problème, c'est que la psychanalyse qu'il a inventée avec la découverte de l'inconscient, etc., n'est pas du tout crédible pour la grande majorité des psychiatres de son temps, et notamment du fait qu'il est juif. On dit c'est une affaire juive, etc. et tout, et Jung est le premier non-juif, psychiatre non-juif qui s'intéresse profondément à la psychanalyse. Il écrit à Freud en disant vous avez fait des découvertes géniales qui corroborent un peu tous mes travaux et j'aimerais beaucoup vous rencontrer. Et du coup, il va y avoir une sorte de passion réciproque parce que Jung va beaucoup recevoir de Freud. Il va, on peut dire, s'imprégner de toutes les théories freudiennes. Et d'un autre côté, Freud va être ravi. Il va écrire à son disciple Ferenczi enfin, grâce à Jung, nous allons pouvoir faire sortir la psychanalyse de son ghetto juif. Et ce sont des non-juifs qui vont la promouvoir, et Jung est devenu le président de l'association de psychanalyse freudienne, etc. Et donc, ils sont utiles l'un à l'autre, je dirais, et puis ils sont passionnés par leur théorie, et puis ça va pas durer très longtemps. En fait, au bout de 1 an et demi, 2 ans, déjà, il va y avoir des grosses tensions sur la théorie de la libido. C'est-à-dire que pour Freud, la libido, qui est cet élan vital, cette puissance de vie, cette pulsion de vie, on pourrait dire, c'est la sexualité. Tout n'est que sexe. Tout est sexe, voilà. Et Jung lui dit, mais pas du tout. Dans la libido, il y a un élan vital qui nous conduit même jusqu'au sacré. Le besoin de sens fait partie de la libido. Il y a plein d'autres choses. Le besoin de reconnaissance. Et il n'y a pas que le sexe. Alors, ce qui est très, très curieux, c'est que Freud, qui voyait du sexe partout, avait une vie très, très réglée sur le plan sexuel, fidèle à sa femme, père de je ne sais combien d'enfants, bien rangé, etc. Et Jung, qui nous dit, mais non, il n'y a pas que le sexe dans la vie, il y avait des maîtresses à non plus finir. Et donc, il y a un décalage incroyable entre leur vie personnelle et leur théorie, finalement. Ouais. Et le deuxième point sur lequel ils vont différer, c'est la notion d'inconscient, puisque pour Freud, l'inconscient n'est que personnel. C'est-à-dire que l'inconscient, c'est tout ce que vous avez refoulé. Et non collectif. Et voilà, depuis l'enfance, alors que pour Jung, c'est ça, plus le collectif. C'est-à-dire, il dit, nous héritons d'un inconscient. C'est-à-dire que nous héritons d'images, de symboles, d'émotions, d'un tas de choses, de gens qui ont existé avant nous. Nos ancêtres, ça peut aller très très loin, parce qu'il dit, on peut rêver de symboles qui ont existé il y a 2000 ans. Et donc, c'est un deuxième point de rupture. Puis le troisième point de rupture, c'est sur les phénomènes paranormaux. C'est-à-dire que Freud était convaincu que tout ce qui était ce qu'on appelle les synchronicités, la divination, la transmission de pensée,
la télépathie, le spiritisme, que tout ça, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'ils disent c'est des illusions, c'est des phénomènes hallucinatoires, etc. Et Jung, pas du tout. Jung est convaincu, parce qu'il en a expérimenté de nombreux, qu'en fait, il y a une explication, mais qu'on ne connaît pas encore. Et toute sa vie, il va chercher à expliquer les phénomènes paranormaux, et il apportera à la fin de sa vie, en lien avec un physicien, un des fondateurs de la mécanique quantique, Wolfgang Pauli, ils vont travailler 25 ans pour essayer d'expliquer tous ces phénomènes que la science de leur temps ne pouvait pas, et d'ailleurs aujourd'hui non plus. On n'arrive pas à l'expliquer, mais ils ont émis une hypothèse passionnante qui permettrait d'expliquer tous ces phénomènes. Donc voilà un peu les 3 grands points où Freud, qui est beaucoup plus rationnel au sens scientifique, logique, rigoureux, et Jung, qui est plus un explorateur. C'est ça. Et qui, lui, est prêt à explorer un tas de pistes nouvelles et donc émettre des hypothèses audacieuses. Et c'est aussi ça qui les a fait se séparer. Du coup, est-ce que c'est certainement une des raisons pour lesquelles il est le plus connu, on va dire, aux États-Unis, et ça depuis les années 60. En fait, oui. Jung a commencé à avoir une communauté de fans, entre guillemets, aux États-Unis et pas en France. Comment on peut expliquer justement que... alors, on a toujours quasiment 10 ans de retard sur les États-Unis, sur plein de choses. Mais est-ce que... pourquoi les États-Unis se sont intéressés au développement personnel, ou en tout cas on fait le lien entre Jung et ça. Il y a une raison très simple. Ils sont beaucoup plus ouverts au monde spirituel. C'est que les Américains, à 90%, sont croyants. Et même s'ils ne croient pas dans une religion, ils peuvent être chrétiens, juifs, etc. Mais ils sont surtout spirituels. C'est-à-dire qu'ils s'intéressent à la vie de l'esprit. Beaucoup croient à une vie après la mort. Ils s'intéressent à l'idée de faire une expérience spirituelle, d'où l'intérêt pour le bouddhisme, le chamanisme. Enfin, les Américains sont très ouverts sur le plan spirituel, alors que les Européens le sont beaucoup moins. Parce qu'on a associé en Europe, et surtout en France, la spiritualité avec la religion. Et donc, pour beaucoup d'universitaires français, la spiritualité, ça n'existe pas en dehors de la religion. Donc soit vous êtes catholique, soit vous êtes musulman, soit vous êtes juif, et pour eux tout ça, ce sont des pratiques un peu superstitieuses, culturelles, communautaristes, etc. Mais ils ne comprennent pas la dimension intérieure de la spiritualité. Or Jung nous parle que de ça. Il nous parle d'une expérience intérieure. Comment on peut expérimenter le sacré, le divin à l'intérieur de soi, de sa psyché, et tout ça en dehors de toutes les religions. Et donc ça passionne les Américains, parce que c'est ce qu'ils recherchent. Ils sont très spirituels, mais ils cherchent à se libérer aussi un peu des religions trop institutionnelles, trop formalistes, trop rigoureuses. Et ils ont trouvé chez Jung une sorte de spiritualité hors religion qui leur permet de faire des expériences de vie intérieure, ou en tout cas d'en donner les clés, de montrer qu'est-ce qui se passe quand vous avez le sentiment de fusionner avec l'univers, avec le tout, etc. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Dans les années 60, il y a eu, surtout en Californie, à Esalen, donc Nouveau-Mexique, Californie, Santa Fe, il y a eu à ce moment-là la naissance, je dirais, de nouveaux courants qu'on va appeler le développement personnel, qui sont un lien entre la psychologie jungienne et les spiritualités orientales. Et donc, le lien entre les deux va donner naissance à presque tous les nouveaux courants thérapeutiques, la psychologie positive, la sophrologie, l'hypnose, enfin, tous les grands courants, la Gestalt, tout ça, tous les grands courants thérapeutiques, la PNL, qui sont nés dans les années 60-70, ont été initiés d'une certaine manière par ce mélange, ce mixte entre Jung et les spiritualités orientales, la méditation bouddhiste, la pleine conscience, c'est typique. Voilà. Et donc finalement, on pourrait dire que Jung est le grand-père du développement personnel. Et une des idées majeures de Jung, qui n'est pas chez Freud du tout, c'est que la psychologie ou la psychothérapie, c'est pas uniquement pour guérir. On fait pas uniquement une analyse ou un travail sur soi pour guérir d'une névrose ou d'une psychose. On le fait aussi, et surtout pour Jung, pour grandir. C'est-à-dire pour s'accomplir, pour se réaliser pleinement en tant qu'être humain. Ce que beaucoup de Français ignorent finalement. Pas complètement. Aller voir un psy, c'est parce qu'on est fou pour les Français. On est malade. Encore maintenant, c'est ça qui est dingue. Alors qu'il y a plein de gens qui vont voir un psy pour aller mieux, mais aussi pour se chercher, pour se trouver, pour essayer de savoir qui ils sont, pour s'orienter, pour s'améliorer. Et du coup, Jung a ouvert la porte à cette idée que la psychologie des profondeurs, elle n'est pas là uniquement pour traiter les maladies psychiques, elle est là aussi pour apprendre à explorer notre monde intérieur. Alors justement, on va y venir sur le processus d'individuation, mais juste avant quand même, je sais que mes questions sont peut-être pas dans le bon ordre en fonction de la conversation. Vous choisissez. En fait, il y a 2 thèmes que je vais aborder. C'est bien entendu le cœur du livre, c'est le processus d'individuation, mais il y a aussi le fait que Jung soit quand même à l'origine, on va dire entre guillemets, de la
psychogénéalogie au sens, ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir on hérite d'un inconscient collectif qui est indépendant de notre inconscient personnel. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Jung et la psychogénéalogie, justement ? Une des grandes découvertes de Jung, c'est donc l'inconscient collectif, c'est-à-dire le fait qu'on hérite d'un tas d'éléments psychiques, de mémoire, on peut faire des rêves, etc., de gens qui ont existé avant nous. Et il va nous dire très concrètement que bien souvent, les névroses actuelles s'expliquent par les névroses de nos ancêtres. Et donc, il est aussi le père de la psychogénéalogie. C'est-à-dire l'idée qu'il faut aller chercher quelles étaient les maladies, les vices, les secrets de nos ancêtres pour essayer de nous libérer de ça. Et on voit très bien qu'il y a des familles où il y a des chaînes, c'est-à-dire qu'il y a eu par exemple un inceste il y a 5 générations revient. Et ça se reproduit. Et ça revient parce que c'est pas réglé. Et donc Jung nous dit, au fond, nous incarnons dans une famille, dans une lignée, et nous avons à rendre conscient ce qui est inconscient dans cette lignée. Très important. Nous avons à rendre conscient ce qui est inconscient dans cette lignée. Et lorsque quelqu'un va rendre conscient, le secret va tomber, on pourrait dire la malédiction aussi. C'est-à-dire qu'il y aura plus, on sera plus dans l'inconscient, dans cette lignée, on ne reproduira plus les mêmes mécanismes de maltraitance, d'inceste, etc. Et donc, on le voit d'ailleurs, moi j'en suis témoin, puisque dans ma famille, j'ai une de mes nièces qui a vécu l'inceste, qui l'a dit, et quand elle l'a dit, c'était une thérapie familiale pour tout le monde. Et donc, chacun s'est interrogé sur des choses que d'autres avaient vécues sans en parler, etc. Et tout. Donc, on voit très bien à quel point, lorsque quelqu'un rend conscient, parle de ce qui est non dit, ça peut complètement changer tout. Et Jung, donc, on peut dire, oui, il a pas mis en place les thérapies de type psychogénéalogique, mais il le pratiquait. C'est-à-dire que lui, ses patients, il s'interrogeait sur leurs rêves, il disait, mais ça vient de votre grand-mère. Enfin, voilà. C'est en cela qu'il est aussi très intéressant. Donc, la réalisation de soi, donc c'est le concept fort de l'ouvrage. Et si j'ai bien compris, ça vient aussi de son analyse personnelle de l'alchimie, entre guillemets, enfin pas entre guillemets, parce que c'est la transmutation du plomb en or. Et c'est ce besoin qu'il a eu de faire un parallèle entre les deux. Donc déjà, c'est venu de là. Mais est-ce que vous pourriez nous en parler un tout petit peu plus, c'est-à-dire ce besoin d'expliquer qu'on doit... s'analyser, essayer de se comprendre, de se connaître, etc. pour aller bien, tout simplement, enfin pour s'élever et aller mieux. Alors vous parlez de l'alchimie, c'est intéressant parce que Jung s'est passionné pendant plus de 10 ans pour l'alchimie médiévale et de la Renaissance, où les alchimistes étaient des espèces de chimistes avant l'heure, c'est-à-dire qu'ils travaillaient sur la matière, mais en même temps avec une quête qui était celle de transformer le plomb en or. Et en fait, Jung nous dit, mais c'est symbolique, c'est-à-dire que personne n'a jamais transformé le plomb en or, mais ce qu'il cherchait à faire, c'est la recherche. En fait, c'est la recherche de la transmutation de la matière. Et il dit, c'était une projection de ce qu'il faisait sur leur esprit. Et donc, il projetait sur la matière ce qu'il faisait sur leur esprit. Et sur leur esprit, il cherchait à transmuter, c'est-à-dire à transformer tout ce qui était ténébreux en lumière. Et vous savez, Jung a cette phrase extraordinaire, pour moi c'est une des plus belles phrases qu'il ait jamais prononcées. On ne devient pas lumineux en regardant la lumière, mais en traversant ses propres ténèbres. Et donc, c'est le travail alchimique. C'est-à-dire qu'il faut traverser ces ténèbres, sa boue, et la transformer en lumière, et la transformer en or. Et c'est pour ça qu'il nous invite à ce qu'on appelle le processus d'individuation, c'est-à-dire, c'est un processus alchimique de la psychologie, où il nous invite à traverser notre ombre, c'est-à-dire tout ce qu'on ne veut pas voir en soi, tout ce qui est caché, tout ce qui est ténébreux, tout ce qui nous fait peur, toutes nos propres violences, nos propres démons intérieurs, et à les convertir pour pouvoir les transmuter sans les refouler, sans les nier, alors que souvent, si on découvre en soi qu'on est un criminel en puissance, on ne veut pas le voir, on nie les choses, et puis un jour on peut passer à l'acte dans un cas extrême. Et donc il nous dit, faut vraiment regarder, accepter ce qu'on est dans toutes nos dimensions accomplies les plus ténébreuses et transmuter. Et cette opération de transmutation, c'est ce qu'il appelle le processus d'individuation. Et du coup, ça implique quand même de se libérer de son clan, de sa communauté, de son appartenance à un tout, enfin à un groupe. Parce que même, enfin, d'expérience personnelle, parce que moi j'arrive au milieu de vie, enfin, je suis plus proche des 40 que des 30, on va dire.
Tout ce processus de quête de soi, de savoir qui on est, implique forcément qu'on coupe d'une certaine manière, comme l'a fait Romain Gary ou encore plein de gens qu'on connaît. On les connaît peut-être pas sous cet angle-là, mais en tout cas, est-ce que c'est indispensable ? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut devenir soi sans renier ou sans couper d'une certaine manière, peut-être pas surtout, avec notre clan, parce qu'on appartient tous à un clan finalement quand on arrive sur Terre. J'aurais une réponse nuancée. Je dirais qu'il faut au moins avoir conscientisé tout ce qu'on a reçu. C'est-à-dire les valeurs qu'on a reçues, la religion qu'on a reçue, tous les messages, même des fois non dits, qu'on a reçus dans notre éducation, dans notre milieu, dans notre communauté, pour pouvoir en être conscient, savoir que voilà ce que j'ai reçu comme message. Et par exemple, ça va jusqu'à les injonctions qu'on a reçues enfant, du type t'es nul, tu sais pas chanter, voilà. Et alors que la personne a peut-être une vocation pour chanter, mais elle a reçu ça. Bon, essayez de conscientiser tout ça. Et après faire le tri. Et se dire ça me convient, ça me convient pas. Donc il s'agit pas de couper ou de pas couper, c'est pas le problème. Il s'agit de conscientiser. C'est ça. Et une fois qu'on a conscientisé, on rejette ce qui nous convient pas et on garde ce qui nous convient. Et ça c'est très important parce que sinon dire faut systématiquement prendre de la distance avec son clan, rejeter ses parents, sa religion d'origine, non, c'est pas du tout ce qu'il nous dit. Il nous dit soyez conscients de tout ce qui vous façonne et faites le tri pour voir garder que ce qui vous convient, que ce qui est juste pour vous. Et si la religion de votre enfance ou les valeurs que vous avez reçues ne sont pas les vôtres profondément, eh bien, allez vers vos propres valeurs. Et à ce moment-là, vous serez peut-être amené à couper avec soit des rites familiaux, soit... A better night's sleep is one of the best and easiest ways to improve your physical and mental health. And it's a heck of a lot easier than all this nonsense. So even if you throw your New Year's resolutions out the window, you can still put your body on a Nectar mattress and get the healthy sleep you need. Prices start at just $499. And you get $399 in accessories thrown in, plus $100 off, a 365-night home trial, and a forever warranty. Go to NectarSleep.com and join the over 2 million people who are already sleeping on a Nectar mattress this year. Éventuellement certaines personnes, si elles ne l'acceptent pas. Donc, au fond, c'est plutôt l'idée d'aller vers soi. Et c'est en allant vers vous, en découvrant qui vous êtes comme individu unique, c'est ça que veut dire individuation, qui je suis comme individu unique, que vous allez vous délier d'un tas de choses pour mieux vous relier finalement à ce qui est juste pour vous, à la fois dans les idées, dans les activités, dans les relations. Et c'est pour ça que beaucoup de gens font ce qu'on appelle la crise du milieu de la vie. Hein. Vous savez, vous y êtes presque. Hein. On dit généralement que c'est vers 40 ans. Donc, moi, je l'ai faite un peu avant, j'avoue. Vous êtes précoce, à 35 ans. Ouais, plutôt vers 31 ans, je crois. Jung nous dit le processus d'individuation, c'est généralement entre 35 et 50 ans. C'est là que la plupart des gens, une fois qu'ils ont commencé à poser leurs bagages, qu'ils ont un boulot, qu'ils ont vécu, qu'ils commencent à se connaître, à ce moment-là, c'est le moment où ils commencent à se dire mais au fond, mais pourquoi je suis sur Terre, quel est l'essentiel pour moi, est-ce que j'ai fait le bon job, est-ce que j'ai le bon compagnon, la bonne compagne, est-ce que donc ça implique un peu de courage aussi finalement. Ça implique du courage parce qu'il faut pouvoir remettre en question bien sûr plein de choses de sa vie, mais ça veut pas dire qu'il faut tout quitter. C'est pas le démon de midi, vous voyez, c'est autre chose. Non, au contraire, parce que tout quitter n'est pas preuve de courage finalement. Faire preuve de courage, c'est de savoir trouver le juste milieu et de rester, on va dire, en bon terme avec son héritage global. Tout à fait, sans violence, etc. Et en même temps, aller vers soi, c'est-à-dire aller vers ce qui est dans cet héritage le plus juste pour moi, sans violence, il n'y a pas besoin de faire de révolution. Donc c'est souvent vers le milieu de la vie que se produit. Et Jung nous dit, c'est parce que inconsciemment, on sait qu'on bascule vers la seconde partie de notre vie et que quelque part la mort est à l'horizon, même si c'est pas conscient. La mort est à l'horizon et donc on se dit il faut que je réussisse ma vie. C'est-à-dire que j'ai peut-être réussi dans la vie, je gagne bien ma vie, j'ai un bon salaire, j'ai des enfants, j'ai une belle famille, tout, j'ai un chien, j'ai une voiture, mais est-ce que j'ai réussi ma vie? C'est très différent, on en avait parlé. Voilà. Exact. C'est très très différent de réussir sa vie et de réussir dans la vie. Il y a tellement de sujets pour Jung, qu'on pourrait aborder avec Jung, que c'est compliqué de trouver un tri qualitatif dans les questions, mais je voudrais aborder le sujet des synchronicités. On l'a abordé un peu tout à l'heure. Alors, il y a l'exemple du scarabée qui s'est posé sur la table. On l'a entendu, cet exemple. Mais ce que je voudrais essayer d'aborder le réel voilé. C'est-à-dire qu'en fait,
Jung a considéré, on l'a abordé tout à l'heure, c'est qu'il y a des choses qu'on n'explique pas mais qui sont réelles et qui sont là. Il a essayé d'y trouver peut-être des réponses via la physique quantique. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus sur ce thème-là ? Alors, et c'est vrai que Jung a eu un patient qui est venu le voir parce qu'il était dans un travail de recherche intérieure, il faisait beaucoup de rêves, il était envahi par des rêves extrêmement puissants, notamment d'inconscient collectif. Ce patient s'appelait Wolfgang Pauli et il était prix Nobel de physique, donc c'est pas rien, un des fondateurs de la mécanique quantique. Et du coup, ils ont beaucoup échangé sur cette question. Et ils se sont demandé, parce que Jung lui a parlé des synchronicités en disant comment on peut expliquer la corrélation entre un événement physique et un événement psychique qui a priori ne devrait pas cohabiter. Alors, je vous donne un exemple. Jung fait une thérapie dans son bureau avec une patiente qui lui dit qu'elle a rêvé d'un scarabée doré. Et au même moment, rentre par la fenêtre du bureau un scarabée doré qui se pose sur la table. C'est une synchronicité entre un événement psychique, le rêve, et un événement physique, le scarabée qui arrive à ce moment-là. Et Pauli lui dit, mais moi je travaille sur la même chose en physique quantique, parce que j'ai découvert que, et c'est une des plus grandes découvertes de la physique quantique, que en fait le regard de l'expérimentateur influence l'expérimentation. C'est-à-dire que la psyché, le psychisme, l'esprit de l'expérimentateur va modifier l'expérience, le réel, c'est-à-dire la matière. Donc il y a une synchronicité entre un événement psychique, le regard de l'expérimentateur, et un événement physique, ce qui se passe dans la matière. Et il dit donc on travaille exactement sur la même chose, les synchronicités. Comment les expliquer ? Et du coup, ils ont émis une hypothèse, alors c'est une hypothèse passionnante, mais indémontrable selon les outils, et vous allez voir pourquoi, de la science. C'est parce qu'ils nous disent, au fond, il y a deux réels. Il y a un réel visible et un réel invisible. Le réel visible, c'est celui que la science peut analyser avec ses outils, des télescopes pour le plus loin, des microscopes pour le plus petit, des appareils ondulatoires, etc. C'est-à-dire, on peut créer des outils qui nous permettent de disséquer la matière, de la comprendre, de l'analyser, etc. Mais tout ça est visible. Et tout ça procède selon des raisonnements logiques. C'est tout à fait appréhendable par la raison logique. Et ils nous disent, tous ces phénomènes inexpliqués de synchronicité pose l'hypothèse d'un réel invisible. C'est-à-dire d'une réalité qui existe, c'est pas du surnaturel, c'est de la nature invisible qui échappe aux catégories de l'espace et du temps. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas localisés et qui ne sont pas visualisables et dans une durée, c'est-à-dire dans un temps linéaire. Et donc du coup, ça échappe aux catégories de l'espace et du temps et on ne peut avoir accès à ce réel voilé ou ce réel invisible que par l'intuition et l'inconscient. C'est-à-dire que la raison logique n'y a pas accès, parce qu'elle est soumise aux catégories de l'espace et du temps, ce qui n'est pas le cas de l'inconscient et de l'intuition. Et ce qui expliquerait tous les phénomènes paranormaux. Donc vous voyez pourquoi Jung était passionné par ça, parce que ça explique les synchronicités, ça explique la voyance. Les voyantes ou les voyants sont des personnes qui ont une sensibilité qui leur permet par l'intuition ou l'inconscient de se relier au futur, puisque le temps n'existe pas. On est dans ce réel invisible. Il n'y a pas d'avant, d'après, de futur, de passé. Et donc, du coup, ça explique les phénomènes de télépathie, ça explique absolument tous les phénomènes inexpliqués. Et donc, du coup, Jung nous dit, en fait, on ne pourra jamais utiliser des outils scientifiques pour prouver ça, mais cette hypothèse nous permet de comprendre tous ces phénomènes. Et donc, c'est quand même, je trouve, déjà une perspective formidable pour ne pas être simplement dans la négation, si vous voulez, de ces phénomènes, ou dans la crédulité de dire c'est des miracles, ou non, pas du tout. C'est de la nature, mais de la nature invisible. Ce serait intéressant de savoir qui est dans cette continuité aujourd'hui, selon vous. Il y a eu plusieurs physiciens. Il y a eu Costa de Beauregard, qui a travaillé là-dessus, Rupert Sheldrake. Donc il y a eu plusieurs physiciens dans les années 70-80 qui ont repris cette hypothèse et qui ont émis après plein de pistes passionnantes sur les champs morphiques, etc. Donc il y a eu plein de théories qui ont cherché à approfondir cette piste. Peut-être un peu moins aujourd'hui, non ? C'est vrai que les gens que je vous cite, c'était il y a plutôt 20 ans, 10 ans. Non, mais je me pose la question parce que j'ai pas l'impression de ne pas m'informer ou de ne pas m'intéresser aux choses, mais c'est bizarre, j'ai pas dans ce secteur-là, j'ai bizarrement pas de nom qui me vient en tête. Mais je suis persuadé que cette hypothèse et tout ce qu'il y a derrière
elle va continuer d'être féconde et d'être poursuivie pendant très longtemps. Pas très longtemps, parce que ça veut dire que c'est infini. D'une certaine manière, il y a un lien étroit entre l'esprit et la matière. Il ne faut pas les séparer. Nous, on les sépare comme ça, mais en fait, ils sont en interaction permanente, et que d'une certaine manière, la matière, c'est de l'esprit et l'esprit, c'est de la matière. Hein. Ils sont en interaction, et puis ça nous ouvre des horizons extraordinaires sur la conscience, notamment. Enfin, donc là, je crois que c'est l'avenir, je dirais, de la quête scientifique. En parlant de quête, je voudrais parler de la quête du héros, qui est aussi un autre concept de Jung. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus ? C'est des questions ouvertes et larges. Hein. Non, mais le héros, c'est typiquement, d'ailleurs Jung, il a tellement travaillé sur ces notions qu'il appelle des archétypes. Ouais. Alors, les archétypes sont des symboles universels, on pourrait dire pour faire court. Et donc il nous dit le héros, c'est un symbole universel. Dans toutes les cultures, comme les sorcières, comme les sorcières, le vieux sage. Ouais. Donc il y a des héros qui vont faire des prouesses, des exploits extraordinaires. Et il nous dit au fond, le héros, il est aussi le représentant de manière imagée dans le monde des légendes et des mythes de celui qui accomplit le processus d'individuation. C'est-à-dire que le héros, c'est celui qui traverse son ombre, c'est-à-dire qui va tuer le dragon, par exemple. Le chevalier du Moyen-Âge qui tue le dragon, qui tue ou qui se bat en duel, d'une certaine manière, il tue à l'intérieur de lui, il transmute son propre dragon, exactement. Et donc, on pourrait dire que le héros pour Jung, c'est l'archétype, effectivement, de celui qui accomplit le processus d'individuation. Je vais vous donner un exemple. Perceval. Un des plus grands héros de toutes les mythes au Moyen-Âge, Chrétien de Troyes nous raconte cette histoire de Perceval qui cherche le Graal. Il arrive dans un château où il y a un vieux roi malade, tout semble en ruine, etc. Et puis il y a cet objet extraordinaire, le Graal, qui est la coupe qui aurait recueilli le sang du Christ, qui est là. Et au fond, il ne se pose aucune question, il ne s'interroge pas. Et il sort du château, et il ne s'est pas demandé pourquoi le roi était malade, pourquoi tout semblait délabré à l'abandon, etc. Et du coup, tout disparaît. Et après, il rencontre une femme qui va lui dire, mais comment, une espèce de sorcière, comment tu n'as pas posé de question ? Il fallait que tu poses une question, et si tu avais posé une question, à ce moment-là, tu aurais eu la connaissance du Graal et de son histoire, etc., et tu aurais pu repartir avec le Graal. Et il va passer toute sa vie à retrouver le château, etc. Bon. Et c'est quoi la question qu'il faut poser ? Et la question fondamentale, c'est « qui suis-je » C'est la grande question de celui qui mène le processus d'individuation. Qui suis-je ? Et à ce moment-là, on est comme un héros qui va chercher, à travers tous les événements de sa vie, à répondre à cette question. Et chaque rencontre, donc après on va rencontrer des adversaires, on va rencontrer des sorcières, on va rencontrer dans les mythes toutes sortes de personnages. Et là, pour nous aider à trouver une réponse à la grande question, qui suis-je ? En tant qu'individu singulier, c'est-à-dire vous Estelle, qui êtes-vous ? Moi Frédéric, qui je suis ? Au-delà de tous les masques qu'on peut avoir, de ce que Jung appelle les personas, c'est-à-dire les masques qu'on se met pour avoir une apparence sociale, une posture, on dirait aujourd'hui. Et donc, qui suis-je véritablement ? C'est la grande question ultime, et c'est la question de tous les héros qui sont, d'une certaine manière, en quête de quelque chose, et il nous dit la plus grande quête, c'est la quête de soi. Question qui finalement a une réponse mouvante, parce qu'en fait on peut évoluer aussi, enfin, notre identité peut évoluer, peut-être bousculer. Est-ce que finalement aujourd'hui, est-ce que les gens ont envie de répondre à cette question ? Je m'interroge beaucoup moi-même, si vous voulez, sur le qui suis-je. Pour moi, j'ai un peu l'impression que ça change, que j'évolue, que je suis peut-être toujours la même petite fille que j'ai été à 5 ans, mais j'ai l'impression que je change en permanence, en fait, en fonction de mes rencontres, en fonction de mes plans, de mes projets. On change en permanence, et en même temps, il y a quelque chose en nous d'immuable. Il y a une espèce d'identité profonde, radicale, qui doit émerger, qui est là, qui est au fond de nous, et qui nous pousse, c'est-à-dire c'est ce que Jung appelle le soi, qui nous pousse à nous accomplir, qui nous pousse à nous réaliser et aller vers, d'une certaine manière, le chemin qui nous est destiné. Et simplement, cette identité profonde, elle est au-delà de la psychologie, de la sensibilité, des émotions, enfin de tout ce qui est notre enveloppe, si vous voulez. Donc là, on rejoint tout à fait la métaphysique hindoue, qui nous dit que l'être profond, le soi en nous, d'ailleurs Jung utilise le mot soi, qui est un mot hindou, eh bien, il est prisonnier de l'ego et du mental.
Alors notre ego ne cesse d'évoluer, notre mental ne cesse d'évoluer, mais notre soi non. Il est là, c'est une étincelle de lumière et qui nous pousse justement à transformer notre ego, à transformer notre mental, à évoluer, à avancer pour aller le retrouver et retrouver son identité profonde qui est enfouie derrière tous les fonctionnements de l'ego et du mental. D'ailleurs, avant d'avoir un enfant, je considérais qu'il y avait plus d'acquis que d'inné. Et en fait, je me suis rendu compte en ayant un enfant, même s'il est tout petit, que l'inné est très que fort. l'inné est très fort. Ah oui, il vous regarde d'une certaine manière, et puis voyez il a sa un comportement, personnalité, voyez c'est ses dingue. aversions, ses désirs profonds. Et il y a 2 enfants, il n'y a pas 2 enfants pareils. C'est incroyable. Et donc là, on voit bien que l'inné est très très profond. Ouais. Et je le pensais vraiment pas. J'étais vraiment la personne qui disait non, tout ça. Et l'acquis peut dévier l'inné, évidemment. Ouais. Mais c'est retrouver parfois. peut-être cet inné et qui est cette espèce d'individu radicalement différent de tous les autres que nous sommes. Et qui ensuite se perd effectivement par toutes ces émotions, ses peurs, ses colères, son besoin de reconnaissance, l'éducation qu'il va recevoir, etc. Et là, on rejoint Rousseau, qui est de retrouver effectivement le naturel, le sauvage, l'inné, le spontané. C'est pour ça aussi que Jésus, dans l'Évangile, dit il faut que vous redeveniez comme des petits-enfants. Bah oui. Qui ont cette spontanéité, cette joie de vivre, cette sincérité, cette authenticité. Et puis tout ça se perd avec les méandres de la vie. J'espère que de moins en moins. Enfin, on met en avant aujourd'hui une société plus authentique, plus bienveillante. J'espère que ça portera ses fruits. On verra. En tout cas, vous agissez à travers une association. On en a déjà parlé lors de notre première rencontre. L'association Sève. Je tiens à en reparler, même si c'est pas grave si on se répète, mais je trouve que cette action est fondamentale parce qu'elle consiste à à organiser en fait des ateliers de philosophie, je crois que c'est de la philosophie en majorité, mais il y a aussi de la méditation, je crois, non ? Disons que ce sont des ateliers de philosophie précédés d'un petit temps de méditation avec les enfants, à partir de la grande section de maternelle jusqu'à la terminale. Et je trouve ça fabuleux. Et je trouve que c'est pas assez connu, donc je veux qu'on en reparle un petit peu. C'est vrai que c'est formidable. Moi, j'ai découvert que les enfants étaient des petits philosophes. Comme on le disait, ils se posent plein de questions. D'ailleurs, Aristote nous disait la philosophie commence avec l'étonnement. C'est parce qu'on s'étonne, mais un enfant, il s'étonne tout le temps. Mais pourquoi c'est comme ça et pas autrement, etc. Et donc, l'étonnement conduit à l'interrogation, qui conduit au raisonnement, à la réflexion et donc à la philosophie. Ce qui fait que les enfants sont des merveilleux petits philosophes. Et moi, j'ai fait plein d'ateliers philo dans lesquels les enfants, c'est eux qui réfléchissent. Donc, on ne leur donne pas un cours de philo. On ne va pas dire à des enfants de 6 ans, je vais te parler de la critique de la raison pure de Kant, il ne comprendrait rien. Mais je vais lui dire, dis-moi, toi, qu'est-ce que tu penses ? Le bonheur, c'est quoi ? La loi, pourquoi est-elle nécessaire ? Vaut mieux-il être mortel ou immortel ? Enfin, voilà les questions que les enfants se posent. Et puis, ils réfléchissent et on les accompagne dans leur réflexion. C'est magnifique. On ne réfléchit pas à leur place. Et c'est le seul endroit, d'ailleurs, souvent, à l'école, qu'on fait des ateliers philo, où ils peuvent dire ce qu'ils pensent. Le reste, ils doivent répéter ce qu'ils ont appris. C'est ça. Et là, ils disent, mais moi, je pense ça. Et puis, d'un coup, il y a un petit copain qui dit, mais moi, je suis pas d'accord avec ça pour ça, pour telle raison. Et comme ça, ils grandissent aussi dans une intelligence collective. C'est-à-dire qu'ils apprennent à réfléchir ensemble. Donc, les ateliers philo, ça permet de donner confiance aux enfants. Parce que c'est un espace dans lequel ils peuvent affirmer leurs propres convictions. Et ça leur permet de vivre mieux avec les autres, d'être plus tolérants, plus respectueux. Parce qu'ils découvrent que la pensée des autres les enrichit. Et voilà. Et je pense qu'en Europe du Nord, je ne sais plus, je crois que c'est la Suède. Il y a des cours d'empathie aussi. J'ai découvert que c'était des cours obligatoires, l'empathie. Ouais, mais c'est formidable. C'est formidable. Et je pense qu'il y a un gros travail encore en France parce que c'est pas normal que la philosophie ne soit enseignée qu'à partir du bac ou bac français. Enfin, je sais plus. Je crois que la philo, c'est terminale. C'est terminal. Et donc là, elle n'est pas enseignée, elle est pratiquée. Ouais, c'est ça. C'est les enfants qui réfléchissent. Voilà. Ça. Mais du coup, ça les transforme. C'est-à-dire que quand des enfants qui ont fait pendant plusieurs années comme ça des ateliers philo, mais ils sont très différents des autres. Le même éveil, Ah non, ils sont plus du tout. Après, c'est pas des ados suiveurs. Ils sont pas dans le côté grégaire, etc. Ils ont toujours un esprit critique, une réflexion, une distance. Et puis, c'est vrai que cette association Sève, ça veut dire soit savoir-être et vivre ensemble, forme des animateurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens. Je vais me faire former. Si faites-le comme ça, vous ferez d'ateliers philo avec votre enfant. Mais pas que. Je pense que je le ferai même pour d'autres enfants parce que pour le moment, il est encore tout petit. Alors mais bon. Vous pouvez aller sur sève.org. Ouais, mais je vais le faire. Honnêtement, je vais le faire. J'avais dit que je le ferais, mais à l'époque, j'étais enceinte jusqu'aux yeux, donc il a 1 an. Un an tout pile. Frédéric, je sais que vous êtes surchargé et que vous avez toujours un agenda très chargé.
j'avoue que c'est toujours les mêmes questions en fin d'interview, mais c'est pas grave, vu que notre interview date un petit peu. J'ai toujours 3 questions qui reviennent en fin d'interview. C'est un coup de cœur, un coup de gueule et votre vision de la France. Même si elle n'a pas forcément évolué depuis qu'on s'est vu, mais voilà, après c'est ouvert. Je vais réunir les 3. Ah oui. Je vais réunir les 3. Ouais. Ma vision de la France, c'est que c'est à la fois un pays merveilleux, où on a la chance d'être dans un des pays les plus beaux du monde, avec une culture extraordinaire, une histoire, et puis un État-providence qui nous a beaucoup aidés. Enfin, moi, j'en ai pas eu besoin, mais tellement de gens ont été soutenus pendant cette période, etc. Donc, on a beaucoup de chance d'être en France, et en même temps, on est le peuple le plus râleur du monde. Et ça m'exaspère. C'est-à-dire, moi, je râle que les Français soient râleurs. C'est qu'on voit toujours ce qui va pas. Et je suis frappé de voir à quel point il y a on l'a vu avec la crise autour du Covid, de la vaccination, comme finalement tout est exacerbé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas discuter sereinement de quelque chose. Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Il y a du choix d'extrême. Exactement. Soit vous êtes un affreux pro-vaccin, soit un affreux anti-vax, mais on ne peut pas débattre. Il n'y a pas de nuance, si vous voulez. Et donc on est dans des émotions extrêmement fortes. En fait, derrière tous les arguments, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de colère, et qui s'expriment dans le débat public qui n'est plus un débat, qui est simplement des accusations contre les autres. Et ça a touché jusqu'au président de la République, qui nous a parlé que les non-vaccinés l'emmerdent. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est tellement loin de ce que devrait être un débat serein sur... dans toute chose, il y a des avantages, des inconvénients, il faut écouter le point de vue des autres, se mettre à leur place, quel qu'il soit. Mais la peur a pris le dessus. La peur et la colère, voilà. Et du coup, finalement, c'est quelque chose qui m'attriste de voir qu'on n'arrive pas à débattre sereinement, qu'on se plaint toujours de quelque chose, quoi qu'il arrive, alors qu'on a en même temps la chance d'avoir toutes ces opportunités. Puis l'aspect positif qu'on a aussi, c'est peut-être aussi pour ça qu'on râle tout le temps, c'est qu'on a quand même un esprit critique. C'est-à-dire que on se la raconte pas, on aime bien quand même aller voir ce qu'il y a derrière. Alors qu'il y a d'autres pays, ils se posent aucune question. Donc je dirais l'avantage des Français, c'est qu'ils se posent des questions, ils réfléchissent, ils veulent pas simplement avaler les choses toutes faites. Mais après, peut-être qu'ils ont du mal à essayer de trouver, je dirais, une sorte d'accord sur des bases de respect, d'écoute de l'autre. Un dernier mot, qu'est-ce que vous voudriez ajouter, peut-être un message à faire passer, peu importe. Est-ce que vous voulez boire quelque chose? J'ai mon verre d'eau. Voilà, avec plaisir. Je vous en prie. Non, mais moi, peut-être, attendez, si une référence que vous auriez... je sais pas, un livre qui vous a inspiré, un film que vous avez vu récemment, une pièce de théâtre, un pays. Allez voir le film Presque, qui est un film de Bernard Campan et Alexandre Jolien. Ah, j'ai vu l'affiche. Voilà, c'est un très beau film. Bon, je veux pas raconter l'histoire, mais Bernard Campan, c'est un des inconnus, donc vous connaissez eux, les 3 frères, etc. Ouais. Et Alexandre Jolien, c'est un ami philosophe qui est handicapé depuis la naissance et qui a réussi de manière assez extraordinaire à surmonter en grande partie son handicap. Moi, je l'ai connu il y a 15 ans, il arrivait presque pas à parler et à marcher. J'ai vu à la télé, c'est impressionnant. Il parle à la télé, etc. Incroyable. Il marche beaucoup mieux. Enfin, il a fait un travail sur lui absolument dingue. Il écrit des livres de philo tout à fait passionnants et il a fait ce très beau film qu'il a co-réalisé, co-écrit, dans lequel il joue avec Bernard Campan. Presque. Ok, je vais aller le voir. Merci beaucoup Frédéric. Merci pour Estelle, cet échange et à bientôt. À nouveau, à la prochaine. À la prochaine. Voilà les amis, c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast, Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode.